Bonjour à toutes et à tous, très heureux de relancer Air Open pour un numéro spécial consacré au Masters et à son histoire et à ses histoires. Le Masters, un tournoi qui a changé de nom en passant par ATP World Tour Championships, Tennis Masters Cup, ATP World Tour Finals et pour finir aujourd'hui avec les ATP Finals, c'est le tennis en smoking, la crème de la crème, les 8 meilleurs joueurs du monde et de la saison qui se retrouvent en fin d'année. Dans mes souvenirs, c'est des terrains sans couloir, c'était Sampras Becker en 96, c'est une finale mémorable entre Amélie Mauresmo et Mary Pierce, mais c'est aussi l'édition 2019 que j'ai eu la chance de vivre de l'intérieur grâce à Nicolas Mahut, vainqueur en double avec Pierre Hugerbert. Nicolas Mahut qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour Nicolas Mahut, ça fait quoi d'être un maître ? Quelle présentation incroyable. Écoute, je suis déjà très heureux d'être parmi les maîtres du tennis. Philippe Bouin, Julien Reboulet, là c'est la crème de la crème, comme tu l'as dit en présentation, c'est magnifique. Sans oublier Romain Lefebvre, fantastique. Bon bah si tu fais mon job de présentateur, je vais m'arrêter. Donc pour m'accompagner aujourd'hui, deux journalistes de la rédaction tennis de l'équipe, Julien Reboulet et Romain Lefebvre. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Bonjour. Et Philippe Bouin, ancien journaliste à l'équipe qui a couvert une vingtaine d'éditions des Masters pour le journal, et notamment l'édition 2003 à Houston avec Romain Lefebvre, on reviendra dessus. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. C'est parti pour cette Air Open Special Masters. Un peu de silence, les joueurs sont prêts. Et donc on commence avec le côté historique du Masters. C'est un tournoi qui a beaucoup évolué dans le temps, n'est-ce pas Julien Reboulet ? Oui, je me suis du coup replongé un peu dedans parce que ça a commencé en 1970. Donc c'est les 50 ans cette année. C'était le 50e Masters l'an passé. Là, je pense que l'ATP espérait fêter un petit peu mieux les 50 ans cette année avec du public, ce qui ne sera pas le cas. Mais il y a pas mal de choses qui sont assez amusantes, notamment le fait que la première finale du Masters n'a eu lieu qu'en 1972. Comment ça se fait ? Les deux premières éditions, c'était en fait uniquement des poules. C'était une grande poule à 6 ou 7 joueurs. Chacun s'affrontait et en fait, on pouvait connaître le vainqueur dès la moitié du tournoi. Le premier système avec les deux poules et les demi-finales croisées est arrivé en 72. Et donc, pas de finale du Masters avant. Donc, peut-être au niveau marketing, aujourd'hui, c'est un truc qui passerait plus du tout, mais ça, c'était déjà assez amusant. Première édition qui a eu lieu en 1970, donc à Tokyo, et remportée par Stan Smith. Exactement, Stan Smith qui s'est imposé la première fois à Tokyo. La deuxième fois, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne le savent pas, mais ça s'est déroulé à Paris. Oui, à Coubertin. À Coubertin, exactement. Pierre Barthès avait été invité justement pour qu'il y ait un représentant français sur place. Il avait plutôt été bon. Il avait terminé 4e de ce tournoi, donc l'équivalent d'un demi-finaliste finalement. Tu as déjà donné une réponse pour le quiz de fin d'émission à Nicolas Mahut. Oui, il le savait, je pense. Et puis c'est vrai, tu parlais tout à l'heure de deux choses. Tu parlais des courses sans couloir. Alors les courses sans couloir, finalement, ça n'a concerné que 16 éditions du Masters. C'est pas quelque chose qui a été tout le temps le cas, notamment parce que au début, le Masters de double, comme c'est le cas depuis 2003 à nouveau, se déroulait en même temps que le Masters de simple. Donc on ne pouvait pas avoir ce cours sans couloir. Il y a juste eu, en fait, dans les années 80-90, une période donc de 13-14 ans avec ces cours sans couloir qui ont marqué les esprits parce qu'on voyait ça nulle part ailleurs et que le premier coup d'œil était très très surprenant à la fois pour le spectateur et pour le joueur. On oublie aussi que ça a été très itinérant au départ, avant de se poser à New York pendant une quinzaine d'années. Donc c'est passé aussi par Melbourne, et il y a eu des endroits qu'on n'imagine pas forcément pour un master. C'est vrai que New York est resté très marquant. Après, il y a eu une longue période en Allemagne, entre Francfort et Hanovre. Exact. C'est redevenu itinérant pendant quelques années, avant de se poser assez longtemps à Shanghai, puis assez longtemps maintenant à Londres, où je rappelle que c'est la dernière édition cette année, et qu'à partir de l'an prochain, on déménage à Turin pour les prochains Masters. C'est dû à quoi ça ? C'est des raisons économiques ? C'est des accords avec l'ATP ? À quoi c'est dû, Romain ? C'est les candidatures qui sont proposées à des lieux, à des villes, et puis parfois c'est aussi l'argent qui rentre en ligne de compte. Des villes ou des pays qui souhaitent développer le tennis, ça a été le cas de Shanghai, mais ça a été le cas pour l'argent, notamment de Houston, dont on parlera tout à l'heure, où simplement c'est un mécène qui a mis 27 millions de dollars sur la table à l'époque pour s'acheter, entre guillemets, le Masters pendant 2 ans. D'accord, et je crois que vous allez revenir avec Philippe sur cette édition de Houston en 2003. Il y a des conditions différentes aussi. Oui, c'est vrai qu'on a toujours en tête le Masters se joue indoor sur une surface plutôt rapide. En fait, le Masters s'est joué dans toutes les conditions sauf une, ça ne s'est jamais joué sur terre battue. Terre battue, exactement. Il y a même eu un Masters sur gazon à Melbourne, remporté par Guillermo Vilas.
Ça s'est joué extérieur, comme à Houston. Les 2 fois à Houston, c'était à l'extérieur, comme à Melbourne. C'est les 3 seuls Masters qui se sont joués outdoor. Alors on sait que c'était en tout cas un des combats un petit peu du clan Nadal, de dire mais pourquoi est-ce qu'on n'aurait jamais un Masters sur terre battue? Pour l'instant, ça n'a pas existé. Est-ce que ça existera avant la fin de sa carrière? Probablement pas, parce que Turin maintenant a la main mise là-dessus. Et en novembre à Turin, on joue pas sur terre à l'extérieur. Toi, ni pour un joueur encore en activité, pour Nicolas Mahut, est-ce que pour toi ça te paraît normal et automatique que le Masters soit sur dur indoor? Écoute, c'est le calendrier qui l'impose finalement. C'est souvent le tour de la saison se termine à Bercy, le Masters une semaine après. C'est un petit peu dans la continuité de la saison. Donc moi je trouve que le Masters à Londres c'était quelque chose d'exceptionnel. Je suis pas sûr qu'on puisse refaire mieux. Alors j'aimerais beaucoup pouvoir faire Turin pour pouvoir comparer. Mais pour moi le Masters en tant que joueur, les souvenirs, mais ce qui m'a marqué c'est le Madison, Hanovre et puis Londres. Je crois que effectivement, comme disait Julien, les Masters, quand ça changeait chaque année, j'ai le sentiment que ça marquait moins les esprits. C'est vrai qu'on a tous en tête, en tout cas notre génération, le Madison Square Garden, rien que le nom est magique. Le décalage horaire avec la France, le retour à New York après l'US Open, sachant que, je crois que Philippe, pour nous en parler, ça se déroulait souvent en janvier même à un moment donné. En fait, en général, ça se déroulait en janvier de l'année suivante, en fait. Le Master 77 en 79 avait lieu en janvier 80 parce que l'Open d'Australie se jouait en décembre. À l'époque aussi. Donc, comme l'Open d'Australie joue en décembre, on ne pouvait pas caser un Masters en décembre. Donc, il était décalé en janvier jusqu'au moment où on a fait l'interversion, en 80 et quelques, 7, si je ne dis pas de bêtises, qui permettait de jouer plus facilement le Masters en décembre et l'Open d'Australie en janvier. Il y a eu une autre évolution historique, c'est en 2007. Ça a été la dernière édition où la finale s'est jouée en 3-7 gagnants. On dit parfois que le Masters peut s'apparenter à un 5e tournoi du Grand Chelem. Et là, j'ai envie de poser la question à Nico. Est-ce que c'est pas un peu dommage pour un tournoi que justement on pourrait considérer comme un 5e Grand Chelem? Ouais, je suis nostalgique un petit peu de cette finale parce qu'en plus, c'est vraiment le dernier match de l'année. Les joueurs sont en vacances après. On pourrait, je vois pas ce qui pourrait empêcher de revenir à une finale en 5-7. Je trouve effectivement que ça... moi, j'ai des souvenirs de Sampras Becker, de finales extraordinaires, même un Alban Federer. Je pense que les gens s'en souviennent pas, mais c'était extraordinaire. On va y revenir après. Et du coup, voilà, moi, si je pouvais voter, moi, je serais assez partisan sur un retour. À titre personnel, je trouve que ça rajouterait un petit peu de piment et d'excitation à ce tournoi. Sachant que si la finale en 5-7 a disparu au milieu des années 2000, c'était surtout aussi le cas dans les Masters 1000. Où les finales, et là il y avait une vraie raison parce que les joueurs devaient enchaîner souvent la semaine d'après. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc là il pouvait y avoir une finale en 5-7 qui vous coupe les jambes. Il y a eu une finale incroyable à Rome une année entre Nadal et Federer et ils arrivaient le lendemain à Hambourg. C'était compliqué d'enchaîner. Alors que là le Masters pour le coup c'est le dernier match de la saison individuelle et quoi qu'il arrive, même s'il devait y avoir une autre épreuve derrière comme la Coupe Davis, il y a le temps quand même de se remettre et en plus ça couronnerait mieux parce juste pour revenir sur l'indoor, il y a une forme de logique à se dire que les grands chelems se jouent outdoor et que ça, c'est finalement le plus grand tournoi du monde indoor. Après, ça va pas forcément dans le sens de l'histoire. Aujourd'hui, avec la pression des diffuseurs, elle est tellement forte que je pense pas qu'on reviendra en arrière. Hélas, évidemment, moi je suis d'accord avec Nicolas. C'est vrai que les grands souvenirs qu'on a, notamment du Madison Square Garden, ce sont aussi des matchs en 5-7 au couteau. C'est un regret, mais je pense que c'est derrière nous et je vois pas l'ATP revenir sur ce format-là. Et pour finir juste sur ce thème des 5-7, on a peut-être aussi oublié, mais c'est le seul moment où le tennis féminin s'est joué au meilleur des 5 manches. Absolument. Les finales du Masters entre 84 et 98 se jouaient au meilleur des 5 manches. Il y a eu 3 matchs en 5-7, remportés par Céleste et Graf en l'occurrence, et c'était assez amusant d'avoir cette tentative-là, qui depuis, d'ailleurs, on a souvent entendu ce débat revenir un peu, pourquoi les filles joueraient pas en 5-7, etc. Bon, c'est effectivement, pour aller dans le sens de Romain, c'est pas dans l'air du temps. On va pouvoir parler des records du Masters. Je vais en rappeler quelques-uns. Il y a des joueuses et des joueurs qui ont excellé plus que d'autres dans ce tournoi. Bien sûr, donc recordman, 6 titres pour Federer avec 10 finales. Djokovic, lui, a remporté 5 fois. Il a gagné 4 fois d'affilée, ça c'est beau. De 2012 à 2015, 5 titres pour Sampras, 5 titres pour Lendl, dont 9 finales consécutives. C'est aussi beau ça. Et puis 4 titres pour Nastas, c'était un peu au tout début. Federer, 17 participations, dont 14 consécutives. Ça aussi, ça pose un homme. Chez les femmes, 8 titres
pour Navratilova, 5 pour Serena et Steffi Graf. Et puis, bien sûr, je vais parler du double, car on a un spécialiste, et on a un vainqueur du Masters avec nous. En double, il y a eu 7 titres de rang pour la paire Fleming-McEnroe, donc de 79 à 85. Et on peut rappeler la phrase de Peter Fleming, la meilleure équipe de double du monde, c'est McEnroe avec n'importe qui. Une époque où les meilleurs joueurs de simple jouaient aussi le double, puisque McEnroe remporte aussi le simple en 79, 84 et 85. Nico, Mahu, dans ces records, lequel ou lesquels t'impressionnent le plus ? Très honnêtement, ça donne le vertige un petit peu tout ça. C'est difficile de choisir, mais moi, il y a quand même un record qui m'impressionne, c'est les 9 finales de suite des Lendl. Déjà, tu sais, la difficulté de se qualifier au Masters, et puis ensuite de jouer et d'être 9 fois de suite en finale, je trouve ça complètement fou. Évidemment, il y a les 14 participations d'affiliés de Federer. Enfin, on pourrait en ressortir. C'est que des records incroyables. McEnroe, Fleming aussi, 7 de suite, c'est dingue. Mais vraiment, les 9 finales d'affilée de Lendl, pour moi, c'est quelque chose que je trouve extrêmement impressionnant. Tout au Madison, tout à New York. Philippe, tu sais expliquer pourquoi Lendl s'était finalement senti si à l'aise dans ce contexte-là ? Au départ, il n'était pas très à l'aise, puisque au tout début, c'est là qu'il avait récolté sa réputation de poule mouillée que lui avait collé Connors à la suite d'un match qu'ils avaient joué tous les deux en poule en 80, si je ne dis pas de bêtises, ou 81, j'ai toujours des problèmes avec les dates, et où Lendl avait abdiqué après avoir perdu le premier set pour ne pas avoir rencontré Borg le lendemain en demi-finale. Mais donc il était parti du Masters cette année-là, disons la queue entre les jambes, avec une étiquette dans le dos qui lui a collé très longtemps. Et puis, je n'ai pas d'explication très claire. Il y a un moment où il y a une bascule chez Lendl où il est passé du perdant, il perdait à peu près tous les gros matchs contre les adversaires de UP. Il était sa bête noire était Connors. Et puis d'un seul coup, ça a basculé en 82. Où entre autres il s'est explosé sur le circuit WCT, qui était un circuit concurrent à celui du Grand Prix, qui était ce qu'on appelle aujourd'hui la TP Tour, où là il avait gagné la majorité des tournois que lui payait le millionnaire texan Lamar Hunt. Et là, cette année-là, c'est l'année aussi, je crois, où il s'est coquiné, où il s'est associé avec Wojtek Fibak comme coach. Il y a eu une bascule chez Lendl. Il est passé du perdant en pleurnichard au méchant qui gagne tout. Et ça s'est fait, je pense, entre autres au Masters, où quand il gagne contre Gerulaitis en finale, l'année d'après avoir été traité de chicken, il remporte enfin un grand titre, et ça a été sûrement un truc qui a décoincé son blocage psychologique. Parce que le Masters, c'est vraiment un rendez-vous à part. C'est-à-dire que les joueurs disent toujours, un Masters, c'est pas du tout comme un tournoi où on a 1 ou 2 tours, peut-être de réglage et tout ça. Là, on joue tout de suite contre le numéro 2 mondial, contre le numéro 6, même si on est 4. C'est vraiment un moment où il faut enfiler le costume de « je suis à ma place, j'assume ». Et on a souvent vu d'ailleurs que pour des premières participations au Masters, le joueur qui s'était qualifié in extremis, qui arrive un petit peu, qui fait une très belle saison, il est trop timide au Masters. L'année dernière, c'était Berrettini par exemple. On a souvent vu le nouveau ne pas vraiment oser s'imposer parce que c'est la crème de la crème, encore une fois, et que c'est très impressionnant. Sauf Nalbandian quand il bat Federer à Shanghai, justement, dans le match dont vous allez parler, je crois. Exact. Il lui a été repêché au dernier moment et il a gagné le tournoi. Et le Masters, c'est un tournoi, alors si je peux me permettre de mêler mon grain de sel, c'est un tournoi un peu bâtard. Au départ, c'était les premiers du Grand Prix, pas de l'ATP, parce qu'il y avait une course qui était à la fois un classement à la moyenne, qui était l'ATP, et un classement au point, qui était le Grand Prix. Et puis, il y a eu très longtemps une méfiance de certains des joueurs qui allaient au Masters pour faire de la figuration. On en parlera peut-être au moment on parlera des Français. Et petit à petit, ça s'est imposé comme un 5e Grand Chelem indoor, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais ça a été un tournoi assez bizarre depuis le début, puisque les formules laissaient les gens insatisfaits, le fait de pouvoir se qualifier en perdant un match, ou voire de gagner le tournoi, ce qui est arrivé très souvent. Un joueur qui avait perdu contre un autre adversaire en poule, qui gagnait en finale contre le même adversaire. Ouais, exact. Ça a toujours dérangé. On est passé un moment au tirage au sort direct des comme dans les tournois du Grand Chelem, puis on est revenu au système des poules, parce que le système des poules garantit plus de matchs de vedettes. Il y a toujours un mélange en Masters entre le sport et l'intérêt financier et télévisuel, grosso modo. Mais sur la durée, il s'est imposé comme le 5e Grand Chelem. Toi, Nico, le costume un peu lourd dont parlait Julien Rouboulet, dans tes premières éditions, dans tes premières participations, tu l'as senti ? Ouais, très clairement. Nous, ça a été difficile les 3 premières années avec Pierre Hugues.
La première année, on était arrivé avec beaucoup d'insouciance. Notre premier Grand Chelem gagné. Je parle d'insouciance alors que j'avais déjà 33 ans, mais c'était une vraie découverte. On avait les yeux qui pétillaient. C'était incroyable de se retrouver parmi toutes ces stars de simple. Et nous, on jouait, on faisait leur levée de rideau, mais c'était quand même incroyable parce que tu l'as vu l'an dernier, on commence le double. Les gens commencent à arriver, mais on termine le double, le stade est plein, il y a 16 000 personnes, enfin, c'est fantastique. Donc effectivement, le fait de se retrouver parmi les meilleures équipes, on a eu du mal à gérer ça, on a eu du mal aussi à appréhender ce format-là, parce que nous, généralement, avec Pierrugue, on est très très bon sur les fins de tournoi, mais sur des premiers tours, on peut avoir parfois du mal. Et comme l'a dit Julien, c'est compliqué. Tu joues au premier tour contre une équipe que tu as l'habitude de rencontrer parfois en demi-finale ou en finale. Donc c'est difficile. Donc on a fait une première année. En plus, le premier match, on le perd en ayant 2 ou 3 balles de match. Donc on ne sort pas des poules la première année. La deuxième année, on fait 0 sur 3. La troisième année, on est à une victoire, une défaite. Finalement, Pierrugue se blesse, donc on ne joue pas le troisième. Donc c'est vrai, quand on est retourné la quatrième année, c'était... on s'est dit, voilà, et puis finalement, tu reviens sur le même cours, tu as des mauvaises ondes, c'est difficile de passer au-dessus et finalement d'avoir du succès. On a réussi à le faire, mais ça a été douloureux. On va pouvoir passer aux faits marquants et à un chef-d'œuvre qui est, moi, je sais pas, quand je me suis replongé dans mes souvenirs du Masters, c'est vrai que j'avais 10 ans, c'est le jeune joueur de tennis que j'étais, ce match m'a fait rêver, c'est le Becker-Sampras de 96 à Hanovre. Je veux juste rappeler au passage que Becker a fait 8 finales aussi au Masters, donc 3 titres. Donc avant ce match-là, il s'était joué en 94 et Sampras l'avait emporté en 4-7. Là, c'est à Hanovre, chez Becker. L'Allemand est un peu favori avant le match car il avait battu Sampras 1 mois auparavant en finale de Stuttgart. C'était le terrain sans couloir et aussi je crois que Becker avait battu Sampras dans les poules. Oui, comme disait Philippe, c'est souvent arrivé qu'un match de poule devienne la finale et que le résultat s'inverse. Alors c'est un des mystères de cette épreuve, mais c'est vrai que ce match-là, il est resté dans les mémoires. Juste après le match, Becker avait tout de suite dit, Becker, il avait toujours eu une très haute idée de ses performances, mais il avait tout de suite dit, c'est un des 5 meilleurs matchs de tous les temps. Ok. Alors je sais pas, Philippe, toi tu l'as vécu ce match. Est-ce que ça reste aujourd'hui encore un truc, t'as encore des flashs de ces points-là? Alors, des flashs, des points, non. Mais un souvenir vraiment de m'être dit putain de match, quoi, grosso modo. Quand t'es en train de vivre un truc qui a duré combien de temps, 4 heures et quelques, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est surtout ce qui a été très impressionnant, c'est le niveau constant de qualité, quoi. Et qui est allé, si je me rappelle bien, croissant, parce que ça n'arrêtait pas. Sans dire de bêtises, je crois qu'ils perdent une seule fois leur service chacun sur la durée du match. C'était vraiment du point du coup de poing par coup de poing, quoi. C'était vraiment très 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 beau. Le seul défaut de ce match-là, c'est qu'il s'est joué dans un des stades les moins beaux du Masters. Parce que Hanovre, c'était un peu un grand hall de foire exposition. Ça n'avait pas du tout la classe du Madison Square Garden ou bien de l'Arena O2 de Londres, qui sont des stades qui ont vraiment une allure formidable. Ça a été le petit point qui a enlevé un peu quelque chose à ce match, c'est le cadre. D'accord. Mais le match en lui-même était extraordinaire. Alors, ceux qui nous écoutent et qui veulent savoir de quoi on parle, il existe des images sur YouTube de ce match qui sont des images un peu passées, un peu vieillottes, qui sont la retransmission n'est pas exceptionnelle, mais ça retranscrit quand même la magie de ce match, l'intensité du combat, et j'invite ceux qui nous écoutent à aller voir ça parce que franchement ça vaut le coup d'œil. Et en imaginant surtout que la surface de l'époque est d'une vitesse folle et que malgré ça il y a des échanges à rallonge qui sont d'autant plus impressionnants avec une balle qui rebondit très bas, donc il y a presque des demi-volées du fond du court. Enfin, c'est vraiment un beau spectacle. Et puis on se rend compte de la rapidité aussi des joueurs. On avait l'impression qu'ils jouaient un peu en marchant, mais en fait ils sont très rapides, ils ont un œil incroyable. Juste pour rappeler un peu la dramaturgie du match, Sampras a une balle de match dans le 4e set, dans le tie-break. Il perd et après il va gagner au 5e, donc c'était vraiment un grand match. C'est un si grand match que quand les historiens se penchent un peu sur les plus grands matchs de tous les temps, effectivement il vient en tout cas se battre aux côtés de très grands matchs qu'on a vécu en Grand Chelem, donc c'est bien la preuve que ce tournoi-là malgré tout reste au-dessus de ce qui s'appelle aujourd'hui des Masters 1000.
Mais juste une petite précision, sans vouloir faire les nostalgiques, je pense quand même que la vraie magie du Masters, dans notre inconscient ou dans notre conscient de Quadra, Quinca, peu importe l'âge ou plus, ça reste le Madison Square Garden. Parce que c'était la nuit, parce qu'on se levait la nuit pour voir ça. Moi, j'ai des souvenirs de gamin comme ça. Et donc, il y avait cette magie-là aussi pour nous, Français, Européens. Ça nous paraissait loin, magique. Le Madison Square Garden, c'est une salle qui est au départ pas faite pour le tennis. C'est une salle de grand spectacle pour les concerts. Ça va de Bruce Springsteen jusqu'au grand match de NBA. Et on avait là la magie de voir Connors, Borg, McEnroe, toutes les stars des années 80 s'étriper sur ce court, encore une fois, sans couloir. Philippe, c'était aussi électrique que les nocturnes à l'US Open? C'était un peu différent, mais ce que dit Romain est juste. Mais en plus, moi, je l'ai vécu en tant que jeune Français, jeune journaliste qui allait pour la première fois aux États-Unis et pour la première fois à New York. Donc c'était, vous pouvez imaginer l'impression que ça m'avait fait, d'arriver en pleine nuit à New York dans un bus, tu te retrouves comme une petite souris dans un immense entrepôt illuminé. Et puis j'étais arrivé directement sur le cours d'un Borg Connors de poule, je crois en 80, et on avait à l'époque la chance d'avoir des chaises au bord du ring, vraiment des chaises de ring, c'est-à-dire qu'on était assis derrière le dos des juges de ligne sur le côté, des juges de service. Magique. Et alors le seul défaut, c'est que moi j'étais crevé, je me suis endormi pendant le match, ça faut pas le dire. C'était un match formidable. J'avais un mal fou à pas m'endormir, parce que j'étais complètement cuit par le décalage et par tout le reste. Et c'était un endroit incroyable parce qu'il était, puis parce qu'on y mettait aussi, je pense, de fantasmes, comme le disait très bien Romain. Il y avait un côté l'Amérique, New York, les champions, les Sunlights. Ça sortait. Il faut se dire qu'à l'époque, il n'y avait pas une salle en Europe qui ressemblait à ça, si je ne crois pas dire de bêtises, mais le tournoi de Wembley en Angleterre était joué dans un entrepôt comme à Hanovre. À Paris, c'était Coubertin, bien qu'il ait accueilli le Masters dans les premières années, c'est quand même une salle de province. Vous arrivez au Madison Square Garden, 20 000 places, des spots partout, une ambiance à l'américaine très chaude. Moins qu'à l'US Open, parce que je pense que les gens au Masters buvaient quand même beaucoup moins d'alcool que les nocturnes de l'US Open, donc il y avait moins de gens bourrés dans les loges autour du cours. Mais il y avait quand même cette électricité, puis il y avait l'électricité des hommes aussi, parce que entre McEnroe, Connors, Borg et Connors, il se passait des choses qui étaient beaucoup moins cordiales qu'à l'heure actuelle entre Nadal et Federer. Donc il y avait forcément cette électricité. C'est là que Borg, ma grande surprise, j'ai vu Borg prendre 2 points de pénalité, ce qui lui est jamais arrivé ailleurs. C'est là où Tanner a montré a menacé Connors de lui foutre son poing dans la gueule, et ce qui fait que Connors s'est replié dans ses bases très 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 rapidement. C'est un endroit, effectivement, il y a peut-être l'esprit des grands matchs de boxe qui s'étaient déroulés là, ou je crois que c'est là que Marilyn Monroe chante pour l'anniversaire de Kennedy. Je sais pas ce qui se passe. C'était vraiment un lieu chargé d'électricité. C'est le bonheur avec Philippe Boin, c'est qu'on peut l'écouter parler tennis, parce qu'il va chercher un match de boxe, il va chercher une star américaine, c'est magnifique. On entend dans le Madison Square Garden et la façon dont Philippe le décrit, cette grandeur et cette beauté de la salle comme peut avoir la O2 Arena à Londres, où c'est aussi une salle de concert, où il y a quelque chose de grandiose aussi, avec peut-être un peu moins d'électricité. On avance et j'ai envie, et c'est aussi Julien Reboulet qui avait envie de parler du Masters comme un déclic pour certains joueurs, et notamment Guy Forget en 90. Oui, alors là, c'est paradoxal, c'est un Masters de double en fait. Donc Guy Forget est déjà un très bon joueur de simple, il est dans les 20 premiers mondiaux, mais il n'a pas vraiment passé ce cap-là. Et en 90, il fait une très belle saison en double avec Jacob Lezek. Et ils vont gagner le Masters en Australie. Et il fait quelque chose de très surprenant pour lui, c'est qu'il se rase la tête avec Jacob Lezek. Voilà, ça devait être un pari entre eux. Et il y a vraiment un déclic, puisqu'en 91, il fait quasiment la plus belle saison d'un Français dans l'ère européenne, quoi. Ouais. C'est une saison complètement folle. Il fait 2 quarts en Grand Chelem, il gagne 6 ou 7 titres. 7. 2 Masters 1000. Il passe à 2 doigts de gagner Indian Wells. Il gagne Cincinnati, il gagne Bercy, il gagne la Coupe Davis en fin d'année, et il monte jusqu'à la 4e place mondiale. Il est totalement métamorphosé, avec vraiment tout d'un coup une assurance très loin de... En battant 3 fois Sampras dans l'année. Ouais, 3 fois Sampras. Voilà, en battant Edberg, en battant Becker dans ces victoires-là. C'est vraiment pas des tournois en bois. Hein. C'est vraiment... C'est une saison folle en fait, c'est une saison qu'on a du mal à imaginer, même la meilleure saison de Joe Wilfried Tsonga, elle est peut-être un poil en dessous de celle-là, même s'il a été plus loin en Grand Chelem. Après il y a toujours la saison 83 de Noah qui est difficile à
mettre en mesure avec les autres. Mais c'était vraiment, moi, c'est un souvenir marquant de mon début d'intérêt sur le tennis. C'est ce gars-là qui, tout d'un coup, en gagnant le Masters de double, devient un cador en simple. Et je sais pas, Philippe, toi, bien sûr, tu as vécu ça sur le terrain. Est-ce qu'il y avait vraiment eu ce sentiment de déclic ? Oui, ben moi j'ai envie d'interroger Nicolas là-dessus, parce que moi, ce que vous décrivez de Forget, qui est très juste, me rappelle ce que Nicolas a vécu à Londres l'année où il fait son match extraordinaire contre Isner et il fait des qualifs extraordinaires. Je crois qu'il y a chez les sportifs de très haut niveau, il y a une différence fondamentale entre les super champions et les autres, du fait pas tellement de la technique, des capacités physiques, c'est pas négligeable, mais c'est auxiliaire. C'est une question de disposition d'esprit, de confiance en soi et alors le mot volonté n'est pas le bon, mais d'appétit de vaincre, quelque chose comme ça. Et les joueurs normaux ne l'ont pas forcément tout le temps. Les fous comme Federer, Djokovic, Nadal, Connors, McEnroe, Borg l'ont en permanence. Mais je crois que des joueurs peuvent le trouver par moment. Et Forget, pendant cette année-là, c'est typique. Alors, il s'est passé une chose, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble bien que l'année précédente, le père de Guy est mort. Ça lui a donné un grand choc. Il a été pris en main par l'homme qui était directeur technique adjoint à l'époque, qui était Jean-Claude Macias, qui était son entraîneur quand il était gamin. Et ils ont fait un peu un deal tous les deux. Ils sont partis en Australie ensemble. L'histoire avec la sec, la tonte des cheveux est venue là-dessus. Je pense que Forget, pendant cette année-là, a été un autre homme. Non pas qu'il soit après redescendu très bas, mais il a vécu pendant un an, cette année, comme peuvent vivre des Federer, des Djokovic et Nadal à longueur de temps. Et ça, mais c'est pas donné à tout le monde. C'est un problème d'énergie aussi qu'on consume à se vouloir à ce niveau-là. Ça dépend aussi, bien sûr, des dons et des talents au départ. C'est plus ou moins facile pour d'autres. Mais Forget, cette année-là, c'est vraiment révélé. Vraiment révélé à lui-même, je crois. Et je pense que cette année-là, il ne peut pas l'oublier. Nico, si tu te souviens du début de la question de Philippe. Oui. Non, mais évidemment, alors, déjà, c'est des joueurs qui sont dans une catégorie que je ne connais pas. Mais à mon échelle, effectivement, à un moment donné, tu peux t'autoriser à gagner aussi. Voilà. À force de voir les autres le faire, moi pendant très longtemps je pensais que les victoires en Grand Chelem en double n'étaient pas pour moi. C'est à chaque fois je voyais les autres le faire, mais j'ai l'impression que c'était trop grand pour moi, jusqu'au moment où j'ai pris conscience, et certainement que mon match à Wimbledon m'a servi de déclic à ce niveau-là, en me disant voilà, maintenant c'est à moi aussi de gagner, je peux le faire. Et très certainement que pour un Guy ou pour une Amélie, on va en parler certainement après, ça a certainement ça a eu le déclic en disant voilà, c'est à mon tour, je suis capable de le faire. Et à partir du moment où tu te sens capable de le faire, déjà tu es dans une autre démarche et les succès peuvent arriver. Ouais. Oui, donc c'est ça. Sur les autres déclics éventuels, on peut parler, on en a évoqué un peu avant l'émission avec Philippe, le premier Masters de Lendl, qui gagne un Masters avant de gagner en Grand Chelem. Villas gagne un Masters très jeune aussi, avant de se mettre à gagner en Grand Chelem. Et donc, un autre déclic vraiment marquant de l'histoire du tennis français, c'est probablement celui d'Amélie Mauresmo, qui en 2005 joue le dernier match de la saison en finale du Masters contre Mary Pierce, et c'est probablement le meilleur match de l'année. C'est un match fantastique entre les deux Françaises, qu'Amélie Mauresmo finit par gagner. Et c'est pareil, elle a déjà été numéro 1 mondial l'année d'avant, mais elle a toujours buté en Grand Chelem sur les dernières marches. Et dans la foulée de ce titre au Masters, et qui est tout de suite vécu dans les commentaires de son clan et des médias comme enfin, ça y est, elle a un titre majeur, on appelle même ça un titre majeur, et ça se confirme très vite, puisque dès janvier 2006, elle remporte son premier titre du Grand Chelem, elle redevient numéro 1 mondial, elle gagne Wimbledon. Et ce match-là est sans doute un élément fondateur de cette prise de confiance, et en tout cas de ce côté « je m'autorise à gagner » dont parlait Nicolas tout à l'heure. Il y avait eu à l'époque, si je peux me permettre, un débat autour de son coup droit après avoir subi une énorme défaite contre Davenport à l'US Open. Et entre l'US Open et ce Masters, il y avait eu ce grand débat sur son coup droit. Devait-elle changer son coup droit, sa prise de coup droit, sa grande boucle? Ça avait été non. Il n'est pas question de changer les choses. Et je pense que ça l'avait marqué. Et en arrivant sur ce Masters-là, elle était convaincue qu'elle avait fait le bon choix de ne rien changer. Et elle a voulu aussi prouver à ceux qui la critiquaient, ou en tout cas qui avaient émis des doutes sur une qualité technique, elle a voulu leur prouver qu'ils avaient tort. Et parmi eux, il y avait nous, l'équipe, on s'était peut-être un peu trompé. Et j'en prends la responsabilité puisque j'étais à l'époque un peu à la manœuvre. Ah, mais à culpa. Il faut. Un peu trompé, mais non, si je peux me permettre, je crois que
cette dualité dans la tête des joueurs, elle est tout le temps là. Il y a, comme je disais tout à l'heure, nous sous-estimons, je crois, nous les observateurs du tennis, très souvent, Nicolas sera mieux placé que moi pour en parler, le côté mental du tennis, le côté cruel de ce sport. On est tout seul sur un court à poil et on peut pas se cacher, on peut pas raconter que c'est l'adversaire qui nous a fait un croc en jambe ou que c'est un joueur qui a fait une mauvaise passe. Et beaucoup de joueurs ont des doutes, ont une tonne de doutes dans la tête. Et la grande différence entre les champions et les autres, c'est que les champions arrivent à éliminer ces doutes. Et dans le cas d'Amélie, je crois que c'était ça aussi. Dans le cas de Nicolas Wimbledon, c'est un peu ça. Et puis, si je peux ajouter une dernière chose, les Masters sont peut-être un marchepied plus facile qu'un tournoi des Grands Chelems, de fait de leur durée. Ça ne dure qu'une semaine, il n'y a que 5 matchs. Ce qui peut être très dur pour un joueur en devenir, comme une Mauresmo par exemple dans un Grand Chelem ou à Roland-Garros, c'est que passer les premiers tours, ça paraît simple, mais ça n'est pas tant que ça. Et ça oblige de se mettre tout de suite dans le dur. Et certains n'y arrivent pas aussi facilement au Masters. S'il n'y a pas le choix, il faut se mettre dans le dur tout de suite. Et je crois que c'est d'une certaine manière ou bien éliminatoire pour certains qui n'y arrivent pas du tout, ou bien plus facile pour d'autres. Il n'y a que 5 matchs et en plus tu peux en perdre un. Et tu peux en perdre un. T'es un joker. Et un autre déclic peut-être pour Federer, c'est en 2003 à Houston, il bat André Agassi en finale entre petits sets. Je veux juste rappeler, ça me permet de parler des records d'Agassi au Masters. Il avait gagné les Masters lui en 90 contre Edberg et il se retrouve en finale 13 ans plus tard contre Federer, donc ça pose aussi un homme. Et là, j'ai envie de lancer Romain Lefebvre et Philippe Boin sur ce Masters 2003 à Houston. C'est un Masters un peu particulier, on a évoqué tout à l'heure. C'est déjà, Federer arrive au bout d'une saison où il est vraiment épuisé. Il a joué 95 matchs cette année-là. Il a joué Bâle-Bercy avec une douleur au dos. Il est vraiment pas au mieux de sa forme. Et il arrive sur ce Masters qui est, alors pour le coup, on parlait du décorum tout à l'heure, qui est pas du tout dans les standards de Masters. C'est un petit stade. On est dans un stade, dans un club de tennis à Houston, club où se joue un tournoi depuis quelques années du circuit américain sur terre battue gris verte. Mais c'est un club comme il en existe des centaines aux États-Unis, au fin fond des États-Unis. Voilà. Certes, il y a eu un stade qui a été construit de toutes pièces par le poste du club, qui est un patron d'une grande boutique de meubles, de mobilier et de matelas. Et ce type qui est surnommé Mattress Mac le matelas, qui s'appelle McIngvale, Jim McIngvale, a investi $30 millions pour faire un central, certes, mais un central de 8500 places. On est loin des 17 000 du Madison, on est loin des 14 000 de je ne sais où. Et comment ? Roland-Garros. Je dis, on est sur un cours annexe de Roland-Garros. Voilà. Et du coup, donc ce décor-là est un peu déstabilisant. C'est un petit club, voilà. Et donc, Federer a, lors d'une conférence de presse sans aucune animosité ni acrimonie, mais juste un petit bémol sur la qualité d'accueil, enfin sur ce, parce qu'en plus de ça, en coulisses, c'était pas non plus les fastes qu'on peut connaître aujourd'hui à la O2 Arena. Et il a le malheur de faire une petite réflexion, mais vraiment inoffensive, voilà. Mais ça ne plaît pas du tout au boss local qui, juste avant son entrée sur le court pour son premier match contre Agassi, va vers lui et lui alors on sait pas trop, on n'a jamais trop su ce qu'il s'est dit, mais enfin, il lui montre qu'il n'est pas content. Et derrière, Federer, qui est, je le rappelle, donc un peu sur les rotules, je pense piqué au vif, fait un super match, il sauve 2 balles de match contre Agassi. Et ça le lance dans un tournoi où il survole complètement les débats. Derrière, il va battre Nalbandian, qui est sa bête noire, contre qui il n'avait jamais gagné en 6 matchs. Il lui met 0-3, je crois. C'est vraiment, il est au-dessus de tout. En plus de ça, à l'époque, il faut savoir que c'est Roddick qui est numéro 1 mondial. Okay. Donc Roddick est chez lui, c'est le Texan, voilà, il habite à 300 bornes de là, Austin, Houston, c'est ses voisins. Donc ce McIngvale, il rêve en fait au départ, lui qui met des chemises à la bannière étoilée avec une casquette à l'américaine, il rêve d'une finale Agassi-Roddick, il a payé pour ça, c'est tout ce qu'il veut, il veut ça pour ses sponsors, pour les Américains qui sont sur place, les Texans, c'est le Texas, les États-Unis. Il s'est entiché de la famille Agassi parce qu'un jour il a découvert dans un parking Steffi Graf qui, dans une opération caritative, s'était déchaussé pour échanger des balles pieds nus avec de jeunes enfants défavorisés. Et il est tombé sous le charme de Steffi Graf qui est Madame Agassi à l'écran comme à la ville, voilà. Et donc tout ça fait que on rêve d'une finale américaine, 100% américaine, et Federer va se prendre un malin plaisir à dézinguer tout ça
en étriant littéralement Agassi en finale, pour le coup. Ouais. Là, il lui met 3, 4 et 0, 3 petits sets. Et là, il pose les bases de sa conquête de numéro 1 mondial en 2004, l'année suivante. D'ailleurs, j'ai relu un papier de Philippe Bouin de l'époque ce matin, et il y a tout un paragraphe sur la probable conquête de cette première place qui va être imminente, et de fait, elle tombe juste après l'Open d'Australie l'année suivante. Donc là, le déclic, il est vraiment là. Rappelle-moi, Romain, lors de la finale, McInville, qu'est-ce qu'il a fait un bordel dans les tribunes. Il a secoué une chaise, il a balancé une chaise du haut des tribunes, il hurlait, il exhortait les foules à se lever, à encourager. Un petit résumé, on peut dire que McInville, c'est un Donald Trump local. Non Exactement, un milliardaire local, c'est exactement ça. Mais d'ailleurs, en lisant le portrait qu'on avait fait à l'époque de lui, on voit plein de similitudes. Et il a notamment pendant la remise des prix fait un discours interminable avec une éloge de Agassi alors qu'il venait de perdre quand même, et que pendant ce temps-là Federer attendait sur sa chaise qu'on l'appelle pour venir chercher son trophée. Enfin bref, tout était dans le paradoxe, dans l'exubérance, dans l'outrecuidance du personnage. Et du coup ça reste un bon souvenir, même si c'était un Masters nettement déprécié par rapport aux autres. Un Masters provincial, on dirait. Exactement. Donc déclic pour Federer, qui après a conquis la place de numéro 1 mondial. Qui non seulement n'avait jamais battu Nalbandian, mais n'avait jamais battu Agassi non plus avant ce tournoi-là. Donc c'était vraiment des clics à tous les étages pour lui, qui avait déjà gagné un grand chelem en 2003, mais qui est devenu encore plus fort l'année d'après et pour les années suivantes. Ce qui nous permet de passer aux Françaises et aux Français au Masters. Un petit quiz pour Nicolas Mahut, notre invité. Est-ce que tu es capable de me nommer les 9 joueurs français qui ont participé au Masters en simple ? Bon, bah, déjà, tu as donné tout à l'heure, et très honnêtement, je l'aurais pas eu. Tu l'aurais pas eu ? Bah, c'est Barthez, lui. non. C'est peut-être lui le piège. Je l'aurais pas eu parce qu'ensuite, tu vas avoir Yannick, à mon avis, c'est celui qu'on a le plus. Donc Noah, Lecomte, Forget. Ensuite, tu as Grosjean. Je pense que Cédric l'a pas fait. Donc derrière, tu as Simon, Gasquet, Tsonga, mon fils. Voilà, c'est bon. Voilà. Il a révisé. Je pense que j'aurais pas eu Barthez de 71 ou 72. Qui en a le plus, Julien, chez les joueurs français ? C'est Yannick, non ? Noah 4 fois, oui. Noah 4 fois. Et les 8 françaises, Nico, est-ce que tu les as ? Oh là là. Donc Amélie. Ouais. Amélie et Marie, forcément. Donc on reste au pire. Je pense qu'il va y avoir du Tosia. Ouais. Clestu. Allard. Ouais. Donc 5. Est-ce que Marion l'a joué ? Si. Okay. L'année où elle gagne Wimbledon, je suppose. Ouais. Marion, ça fait 6. L'année où elle gagne Wimbledon, elle le fait pas. Ah ouais ? Elle arrête. Non, parce qu'elle arrête à Cincy. Elle arrête. Ah oui, exact. Donc elle a dû jouer avant, donc 6. Et il y en a combien ? 8, tu dis ? Il y en a 8, il en reste 2. Ah bah, si, Christina et Caro. Non, pas Christina, en simple. Ah, elle était remplaçante alors. Caro ? Ouais. Caroline Garcia, on le dit pour nous. Caroline Garcia, exactement. Caroline Garcia. Après, il faut que tu ailles faire un petit tour et l'autre fois, dans l'époque Pierre voilà. Barthès. Et l'autre, c'est à l'époque, c'est plus vieux, non ? Ouais. Oui. Le revers à l'index point tendu. Ouais, non, je passe. Françoise Dur, voilà, donc c'est la 8e française, voilà. Un fait notable chez les Françaises, en 99, elles sont 5 à New York. C'est une édition où il y avait 16 joueuses, donc en fait c'était un tableau, on commençait en 8e de finale, tournoi normal sans poule. J'ai même retrouvé que le Masters féminin c'était joué une fois avec 32 joueuses en 73, donc là on n'est plus trop sur la notion de Masters resserré du tout. Exact. Mais oui, elles étaient 5. Première édition des femmes en 72, je crois. Oui, c'est ça. Des beaux parcours des Français au Masters. On a bien sûr Sébastien Grosjean, 2001 à Sydney, il sort d'un titre à Bercy et il perd en finale contre le numéro 1 mondial. Leighton, non ? Il perd contre Leighton Hewitt, ouais, c'est ça. Et c'est le seul du tournoi à prendre un set à Hewitt. C'est pas en finale, c'est en poule. Il le joue en poule, il gagne le premier set, mais après il perd. Et en finale, il prend 3 sets assez secs à quelques jours de la finale de Coupe Davis. Que l'on remporte, même s'il reperdra, lui, son match. Exactement. On a évoqué bien sûr donc, la finale à Los Angeles en 2005 entre Pierce et Mauresmo. Joe-Wilfried Tsonga en finale en 2011. C'est pas l'année Wigan Bercy, mais il fait un très bon Masters et il bat notamment... 3-7 en finale, non ? Ouais, 3-7 en finale, 3-7 aussi en poule, parce qu'il avait déjà perdu contre Federer en poule. Et puis surtout, ce qui était fortiche aussi, c'était qu'il avait gagné son dernier match de poule contre Nadal, qui était un vrai quart de finale, puisque c'était le vainqueur qui allait en demi.
Donc ça, c'était une belle performance pour lui. Et puis, l'an dernier, le titre de Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert en double, donc. J'ai eu la chance de le vivre de l'intérieur, mais j'aimerais que tu nous rendes compte de ce que c'est de remporter le tournoi des maîtres, Nico. C'est un sentiment qui est extraordinaire. Et puis, c'était le dernier titre majeur qui nous manquait avec Pierre-Hugues, sans parler des Jeux Olympiques, mais du circuit. On avait perdu l'année d'avant en ayant balle de match en finale. Donc, tu sais jamais quand tu retournes au Masters. Déjà, il faut se qualifier, c'est déjà compliqué. Et puis, tu te dis, c'est peut-être, on sortait d'une victoire à Bercy, donc on était en confiance. Et dès le début, on s'est dit, tiens, ça peut sourire cette année. On s'était qualifié difficilement, 7e ou 8e. On avait une poule très compliquée. Mais on s'est dit, ça peut le faire. Et puis, finalement, on a eu les Colombiens, les Colombiens qui nous ont vraiment bien lancés dans cette compétition. On a gagné en 2-7. Et puis, finalement, après, j'ai l'impression qu'on est monté en puissance. Et cette finale, c'est un peu particulier parce que la finale, je ne sais pas comment toi, tu l'avais vécu au bord du cours, mais on était à la fois très tendu et en même temps, on a vraiment le sentiment qu'on était en contrôle et qu'on ne voyait pas comment on allait perdre ce match. Donc c'était assez particulier. Et puis pour la petite histoire quand même, on a quand même gagné ce Masters grâce à un des intervenants autour de la table aujourd'hui. Je ne sais pas si Julien peut raconter cette petite histoire, mais la veille du tournoi, donc ça doit être, donc le tournoi commence le dimanche. Et le samedi, on avait une petite cérémonie, une rencontre avec les journalistes sur le cours. Et Julien, je vais lui laisser raconter cette petite anecdote, mais qui m'a finalement permis de très bien jouer ce tournoi. Julien Roboulet. Julien, on t'écoute. C'est vrai que c'est un bon moment. En fait, l'ATP avait organisé cette rencontre un peu pour faire gagner en convivialité entre les joueurs de double et les journalistes. Et on était une trentaine, je pense, même peut-être plus sur le terrain, sur le central de l'O2 Arena. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et le truc était à la fois sympa et pas vraiment viable parce qu'on était trop nombreux sur ce cours. Le rendez-vous, en fait, on faisait une sorte de tournante. Voilà, c'était assez amusant en soi. Le rendez-vous dure une demi-heure, peut-être, 3/4 d'heure. Et puis le truc se finit. Et puis Nico est encore là et il dit, mais vous avez... Parce que quand j'étais avec un collègue suisse qui a été un bon joueur de tennis junior, et il nous dit, mais vous n'avez pas assez tapé, vous voulez qu'on tape encore un peu? On se dit, il est quand même sympa, on va faire 5 minutes avec lui, c'est quand même la classe et tout, sur le central. Et on tape 5 minutes, et puis en fait, ça se transforme, le truc, il commence à nous demander de servir pour bosser son retour. Et alors, nous, pour que ce soit efficace pour lui, il nous demande de nous mettre 2 mètres à l'intérieur du court. Et en fait, ça a duré 3/4 d'heure. Et ce qui était très amusant, parce que au-delà du plaisir que ça a été pour nous de pouvoir vivre cette expérience, ça dit quand même quelque chose de Nicolas Mahut, c'est-à-dire que ça part, lui, d'un bon sentiment, parce que voilà, c'est quelqu'un de très très ouvert, mais ça devient une occasion de s'entraîner en fait pour le Masters. Et en fait, je me souviens très bien de plusieurs paires de doubles qui quittent les lieux, puisque ça faisait quand même une demi-heure qu'ils avaient fini cette sorte de rendez-vous un peu imposé. Et je les vois sourire et discuter entre eux en voyant Nicolas Mahut. Ils se sont dit, ça y est, il a encore trouvé un moyen de gagner un temps d'entraînement sur le central pour gagner des repères pour la suite du tournoi. Et il y avait vraiment quelque chose comme ça aussi, parce que du coup, après on en a ri en disant que ça l'avait aidé à bien retourner, mais ça dit quelque chose du personnage. En fait, c'était devenu aussi une occasion de bosser. C'était exactement ça, parce que faut savoir que le central, en fait, on peut l'avoir en tant qu'équipe de double. Si on arrive à l'avoir 1 heure dans la journée, entre le mercredi et le dimanche, c'est le bout du monde. Donc forcément, il y a une priorité au simple. Après, donc, on s'entraîne sur les cours annexes et de temps en temps, on a 1 heure pour faire des points avec une autre équipe de double. Donc effectivement, là, c'était la veille du tournoi. Il était samedi soir, 19h, ou je ne sais plus quelle heure il était. Et ça avait été très sympa. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de pouvoir prendre des repères supplémentaires. On avait passé 3/4 d'heure, ça avait été hyper sympa. Et je trouve que Julien avait particulièrement bien joué ce jour-là. Moi, pour avoir été au bord du terrain, tu disais, Nico, j'ai pas senti ces années passées ou qui avaient été douloureuses, comme tu le disais, où vous aviez du mal à vous mettre dedans. J'ai senti vraiment, si mes souvenirs sont bons, vous n'avez pas perdu un set, vous avez vraiment dominé tous vos matchs. Pour moi, ça a été, je me suis dit, ok, ils sont bien plus forts, mais en revanche, j'ai le souvenir que ça a été très compliqué pour toi et il a failli y avoir un drame dans une salle de gym sur un échauffement avant un match. Ouais, ça il se passe toujours des trucs au Masters. L'année d'avant, j'étais tombé sur une chaise d'arbitre, j'avais un bleu. L'année d'avant, je m'étais coupé les doigts sur les rambardes qui étaient lumineuses. J'étais tombé malade aussi une édition. Et puis là, forcément, tout se passait trop bien.
Donc après les 2 premiers matchs, donc on était déjà qualifiés pour la demi. Et 5 minutes avant de rentrer sur le court, donc dans la salle d'échauffement, on est sur le tapis en train de courir pour s'échauffer. Et finalement, Pierre-Hugues, lui, qui était derrière en train de faire du vélo, discuter avec son entraîneur Benjamin Balleret. Il y a un medicine ball, un Swiss ball, les grosses balles rondes là, sur lesquelles on fait nos abdominaux, qui passent à côté. Et là, Benjamin donne un petit coup, sauf qu'il vient se loger sous le tapis. Et du coup, le tapis s'arrête net. Donc moi, je devais courir, je sais pas, je devais aller peut-être à 13-14 km/h. Le tapis s'est arrêté net. Et du coup, je me suis bloqué le dos. Et ça a été assez... Les 5-10 minutes avant de rentrer sur le terrain, elles ont été assez mouvementées parce que je me suis posé la question, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas ? Finalement, je me suis fait manipuler. On y allait. Ça a été douloureux ce match-là, encore pendant la demi. Et finalement, ça s'est bien passé. En finale, j'ai pu jouer complètement libéré. Donc, on a eu quand même une petite crainte. Avant de partir, j'aimerais apporter un détail ou deux. On a oublié quelques exploits de Yannick Noah au Masters quand même. Parce qu'il n'a jamais eu des très grands résultats en simple. Il a d'abord fait une finale en double en 86 avec Henry, non avec Guy. Au Royal Albert Hall, où je me suis d'ailleurs aussi endormi dans les gradins, mais ça c'est autre chose, parce qu'il faisait très chaud. Et ils ont perdu, et je crois que Guy Forget lui en veut un peu d'avoir fait la bringue la veille de la finale, mais je pourrais vérifier. Deuxièmement, il est le seul joueur à ma connaissance à avoir vomi sur un cours au Masters, c'est Burger Gun. Apparemment, c'était un hamburger qui était mal passé contre Gomez ou Villa, je ne me rappelle plus très bien contre qui c'était. Puis troisièmement, j'ai appris ce matin que c'est au Masters qu'il a rencontré sa première femme, Cecilia Rhodes, la top modèle suédoise, qui était venue le chercher au petit déjeuner un matin au Méridien à New York. Donc il a quand même quelques souvenirs du Masters qui ne sont pas négligeables. Et ce qui reste une belle performance d'avoir rencontré Cécile Rose là-bas. C'est pas mal, hein. Un maître était parmi nous. Merci beaucoup, Nico Lamahu, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Fais-Hubouin, d'avoir partagé ton histoire avec nous, c'était très sympa. Et puis je remercie aussi Julien Roulet, Romain Lefebvre et puis le reste de la rédaction tennis du journal L'Équipe. On vous retrouve très vite pour un nouveau Air Open. Merci et à très bientôt.